Merci, messieurs, mesdames, bienvenue sur Web Télévision. Nous sommes ici au plateau pour analyser, décrypter les tirages au sort de la CAN Côte d'Ivoire 2023. C'était hier à Abidjan, la RDC qui fait figure des gens dans les groupes F, dont c'est City, la Zambie, mais également le Maroc et la Tanzanie. Voilà. Ici au plateau, nous sommes donc avec monsieur Richard Mima, il est journaliste sportif, mais également président de l'association des journalistes sportifs du Nord Kivu, donc section du Nord Kivu. Bonjour et bienvenue, monsieur Richard. Bonjour Amiral Senghor de Gaza, bonjour à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs de WAB Info TV, surtout celles et ceux qui sont enthousiasmés par les sports. Merci beaucoup. Nous sommes également avec M. Gaëtan Kombi. Il est consultant, il est journaliste sportif, mais également il est consultant chez L'Air Nouveau.net. Merci beaucoup. Nous y sommes. Voilà, donc, il fait partie déjà du groupe F et qui est constitué du Maroc, de la Zambie, mais également de la Tanzanie. Il y a également le groupe A qui est constitué de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Guinée équatoriale et Guinée-Bissau. Dans le groupe B, il y a l'Égypte, le Ghana, Cap-Vert, Mozambique. Dans le groupe C, il y a le Sénégal, mais également le Cameroun, Guinée-Conakry, ainsi que la Gambie. Dans le groupe D, nous avons l'équipe de l'Algérie, voilà, nous avons le Burkina Faso, la Mauritanie, l'Angola. Dans le groupe E, il y a la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud, la Namibie. Et dans le groupe F, nous l'avons dit, c'est là où se situe donc les léopards, la RDC, qui va devoir en découdre pour, je ne sais pas, ça fera la 40e fois que la RDC est en train de participer à la Coupe. Je pense que ce sera la 21e participation de l'RDC à une phase finale des Coupes d'Afrique. Voilà, nous rappelons que ça sera la deuxième édition où il y aura 24 nations qui vont devoir participer à cette Coupe d'Afrique des Nations qui est en train de se jouer pour la 34e édition. Ça sera en Côte d'Ivoire, la RDC qui sera dans la ville de San Pedro. Voilà, merci monsieur Gaëtan, vous êtes consultant, journaliste sportif à l'Air Nouveau. Quelle est l'analyse que vous faites du tirage au sort d'hier? Bon, c'est déjà un tirage au sort quand même beaucoup plus prometteur parce qu'il y a beaucoup de sélections qui se sont retrouvées. Il y aura certaines retrouvailles, il y aura aussi certains groupes qui seront a priori très relevés. C'est le cas du groupe qui va regrouper par exemple la Côte d'Ivoire, le Nigeria et les derbies qu'il y aura entre les, disons, les duels qu'il y aura entre les deux Guinées. Mais aussi le groupe de la RDC parce que c'est là que seront fixées nos attentions. La RDC qui hérite notamment des sélections qui ont à un certain moment gagné la Coupe d'Afrique Nation, le Maroc en 1976, la Zambie en 2015, la Tanzanie en 2012. En 2012, pardon, la Tanzanie année à sa deuxième participation absolument dans moins de 5 ans. Ça veut dire que c'est une sélection qui commence à titiller les toits du continent. Donc c'est un groupe à mon avis, relevé pour la République démocratique du Congo qui devra finalement mettre toutes les armes dans la bataille pour s'en sortir. Richard, groupe F, la RDC contre le Maroc qui a joué jusqu'au quart de finale de la Coupe du Monde. Bon, absolument. Jusqu'en demi-finale, c'est la première nation de l'histoire du continent africain à jouer comme les derniers carrés d'une phase finale des Coupes du Monde. Beaucoup de sélections africaines s'étaient déjà cassées les nerfs ou presque au niveau de cette Coupe du Monde-là. Donc le Maroc, ça fait figure des favoris naturellement dans ces groupes, puisque aussi, comme je l'ai rappelé, le Maroc, c'est le meilleur pays africain du moment au niveau du ranking de la FIFA. Bien sûr, le Maroc occupe la première position et a quand même réussi à déloger le Sénégal, qui pourtant est détenteur de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Donc, pour dire que nous allons faire face quand même à une sélection du Maroc qui est mieux armée, avec quand même des joueurs qui sont au meilleur de leur forme. C'est le cas de Achraf Hakimi, qui a d'ailleurs été l'un des invités d'honneur pour les tirages au sort. Et bien d'autres joueurs, Romain Saïssa, Hakim Ziyech. Les joueurs sont nombreux du côté marocain. En plus, le Maroc, comme Gaëtan l'a dit, est vainqueur de la CAN, c'était en 1976 exactement. Donc, pour dire que c'est quand même une nation qui s'y connaît, la Zambie. Il faut faire attention avec cette sélection qui est toujours surprenante dans des éditions des CAN et qui a réussi quand même à remporter l'édition de 2012 exactement.
Après sa victoire sur la Côte d'Ivoire, il faut-il le dire. Donc, ça veut dire que ce sera très compliqué. La Tanzanie, c'est une équipe qui est sur une pente très ascendante, surtout avec ces deux grosses cylindrées. D'un côté, Young Africans et Simba. Effectivement, deux équipes qui sont en train d'investir ou d'injecter beaucoup de moyens dans la formation, également dans le recrutement des joueurs. Donc, ça veut dire que ce sera très compliqué pour la RDC. Mais quand même, côté de l'RDC, du côté de l'RDC également, il y a du répondant. Si on sait qu'actuellement, avec l'avènement de Sébastien Desabre à la tête du staff technique, il y a un temps sélectionné les managers. On sait quand même qu'il y a un vent nouveau qui souffle sur la RDC côté football. On espère bien que les pays des Léopards ne pourront pas se déplacer en Côte d'Ivoire, à San Pedro, au niveau des. C'est au sud-ouest pratiquement de la Côte d'Ivoire, une ville qui est non seulement la deuxième puissance économique de la Côte d'Ivoire, mais c'est une ville également très touristique. On ne pourra pas y aller en tourisme, surtout qu'il y a des belles plages là. Pour ce qui est du groupe F, M. Gaëtan, la RDC, est-ce qu'elle n'est pas vraiment, elle ne peut pas s'en sortir facilement? Facilement, ces mots n'existent plus dans le football africain parce que le football africain est caractérisé par une forme de redistribution de cartes. Aujourd'hui, c'est une CAN particulière. Ce n'est pas Richard Louis qui va me dire le contraire, mais c'est une CAN sans grand favori. C'est absolument une nouveauté. Bien sûr, il y a des grosses cylindrées sur le continent. On peut parler de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie, du Maroc, du Nigeria, de l'Égypte également. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a une certaine redistribution des cartes. Et au-delà de toutes ces grosses cylindrées, là, il y a des nations émergentes dans le football. Alors, dire que la RDC va s'en sortir facilement, moi, je pense que c'est un peu exagéré. Après, si je peux revenir sur les forces en présence dans ces groupes-là, il y a quand même le Maroc. Richard a longtemps revenu sur les forces du Maroc. C'est une équipe qui repose sur un groupe quand même très solide, qui vit bien, mais aussi qui se connaît très bien. Ce sont les derniers mondialistes qui ont eu la surprise absolument à la Coupe du Monde. Pas besoin de revenir sur les noms comme Bonou, comme Naïf Aguerd, comme Saïs, comme Achraf Hakimi, comme Sofiane Amrabat, comme tous les joueurs là qui ont eu la foi à la dernière Coupe du Monde. Après, ce qui me dit que la RDC pourrait, je ne sais pas si je vais trop vite en besogne, pourrait tenir tête à cette sélection marocaine, c'est le fait que le Maroc n'aime pas le posture de favori. Le Maroc n'adore pas cette casquette-là parce qu'on se rappelle qu'en 2015, c'est là que tout part, cette nouvelle génération du Maroc qui est allée jusqu'en demi-finale. Lorsque cette génération-là arrive en 2015, le Maroc est donné encore une fois favori pour la CAN, mais après, il se voit éliminé en quart de finale face à l'Égypte. 2 ans plus tard, en 2017, c'est face au Bénin que les Marocains s'arrêtent en 8e de finale de la CAN. Et après, encore en 2023, le Maroc s'arrête, disons, en quart de finale, encore une fois face à l'Égypte. Donc, le Maroc n'aime pas du tout cette casquette-là de favori. Et souvent, ça joue en sa défaveur. Richard, vous croyez que dans ce groupe F, quels sont les deux pays qui vont devoir, des équipes qui vont sortir de... Absolument. Ouais. Quels sont les deux pays, ou soit les pays qui pourront accompagner le Maroc comme il est favori, comme l'a dit, venez le dire, M. Gaëtan. Bon, si on est très théoricien, je pense que c'est le Maroc puis la RDC, parce que déjà, si on essaie un peu de voir la constitution des chapeaux, la RDC était casée dans les chapeaux 2, pourtant le Maroc était dans les chapeaux 1. Donc, pour dire que certainement la RDC est un tout petit peu en avance par rapport à la Zambie et à la Tanzanie, mais il faudrait faire très attention. Puisque, comme j'ai commencé à le dire, la Zambie, c'est une nation très surprenante, avec des joueurs qui, pour la plupart, sont en train de connaître pratiquement leur dernière CAN. Donc, pour dire que ce sera très compliqué pour la RDC de battre la Zambie. En plus, la Zambie a une certaine proximité avec la RDC. Beaucoup de joueurs congolais évoluent dans les championnats zambiens. Ce sera très compliqué. La Tanzanie, également, il faudrait faire attention. Quand je vois la Tanzanie, je me rappelle de cette équipe qui est allée tenir tête à l'Algérie en déplacement en plus. Donc, la Tanzanie est allée quand même arracher un point du côté de l'Algérie. Tout le monde qui a déjà été un jour en Algérie connaît quand même la ferveur qu'il y avait surtout au stade d'Annaba. J'y ai déjà été effectivement un jour. Donc, je connais que c'est très compliqué pour la RDC de battre aussi facilement, comme vous l'avez dit, à
à cette équipe-là de la Tanzanie. Et il faut aussi quand même dire que ce sont les équipes qui pourront mieux se préparer, à qui auront beaucoup plus de chances d'aller mieux se produire de ces côtés-là. Donc, au vu des moyens qui sont actuellement débloqués par le gouvernement tanzanien, au vu de l'implication personnelle en tout cas de la présidente de la République au niveau effectivement de la Tanzanie, à qui en tout cas met des moyens suffisants pour que les Taïfa Stars, comme on les appelle, puissent mieux se préparer. La Zambie également, comme je l'ai dit, pour le Maroc, il y a moins de commentaires. Donc je me dis, il n'y aura pas de cadeau à donner à la RDC, il faut aller chercher à l'une des deux premières positions afin d'espérer se qualifier pour la prochaine étape des compétitions. Si on sait que la dernière fois que la RDC a remporté la Coupe d'Afrique, c'était en 1974, personne d'entre nous n'était là. Il y a le Maroc, il y a la Côte d'Ivoire parmi les têtes d'affiche. Il y avait la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Sénégal, l'Algérie, la Tunisie. Est-ce qu'on ne peut pas espérer que quels sont les pays, les nations que vous croyez peut-être elles peuvent se retrouver jusqu'à la finale selon vous? Bon, je ne suis pas un marabout, il faut me le dire, mais une chose est sûre, en Afrique, il y a quand même des cadeaux qui sont connus, des pays qui représentent les continents au niveau des différentes éditions des Coupes du Monde. Donc moi, je me dis, ça sans beaucoup réfléchir, des nations comme l'Algérie, le Sénégal, le Maroc également. L'Égypte. Bon, la Côte d'Ivoire peut être revancharde aussi, même si on sent quand même qu'il y a un peu des relâchements au niveau de la sélection. Dernièrement, les sélectionneurs étaient obligés de faire quand même avec un groupe rajeuni. Il y a certains joueurs qui sont appelés mais qui ne viennent pas, effectivement. Donc, pour dire que il y a même des nations qui sont connues. Le Sénégal, par exemple, pour aller défendre son trophée ou son titre du côté de la Côte d'Ivoire. L'Algérie, il reste sur un goût amer après sa non-participation à la Coupe du Monde et qui aura quand même l'occasion d'aller prouver de quoi il est capable. Le Maroc doit défendre son statut d'actuel numéro 1 du foot africain. Donc, ce sera très compliqué, effectivement, sans pour autant quand même cracher sur le Nigeria. Le Nigeria regorge quand même un potentiel qui est énorme, un vivier qui est très important, mais surtout avec des joueurs qui brillent des mille feux du côté de l'Europe. Victor Osimhen en est l'illustration parfaite avec ce qu'il fait avec son équipe de Naples au niveau de l'Italie. Donc je me dis, il y a beaucoup de nations qui peuvent se battre pour ces trophées, mais pour l'instant, difficile pour moi quand même de jeter mon dévolu sur certainement une nation. Je peux vouloir que l'RDC puisse la remporter. Il y a la RDC qui se classe 12e au classement FIFA. Qu'est-ce que le coach Sébastien Desabre doit réellement faire pour qu'il rassure les Congolais? Ben justement, il doit faire ce qu'il est en train de faire depuis qu'il est là. Il doit faire ce qu'il fait pour que la RDC puisse être sur cette courbe ascendante-là. Parce que depuis qu'il est là, c'est quand même 5 victoires, 2 défaites et 2 matchs nuls. D'ailleurs, un match nul s'est transformé en victoire sur tapis vert. Et donc, moi, je pense qu'il doit continuer avec cette rigueur-là, avec surtout cette humilité-là, parce que lorsqu'il débarque dans la sélection congolaise, il dit qu'il doit former la sélection la plus difficile à battre qui soit. Et aujourd'hui, on voit que la RDC est effectivement difficile à battre par qui que ce soit. Mais comme l'a dit Richard, il faut aussi faire très attention aux sélections, aux nations émergentes comme la Zambie, comme la Tanzanie. La Zambie, peut-être qu'on ne se représente même pas les dangers qu'elle renferme, parce que c'est une sélection qui est quand même entraînée par un féru du football, Abraham Grant, qui a été finaliste de la Ligue des champions de l'IFA face à Manchester United avec Chelsea en 2008, qui a été aussi finaliste de la CAN 2015 avec les Ghana, malheureusement perdu face à la Côte d'Ivoire au tir au but. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise bien les rouages du football, mais également il suffit de voir les cycles sur lesquels se trouve la Zambie. C'est quand même une équipe qui n'a pas perdu un match officiel depuis le 3 juin 2022. Donc, autant on est en train de dire que la RDC est sur une progression fulgurante, autant il faut aussi admettre que la Zambie est sur la même progression. Donc, il faudra avoir beaucoup plus d'humilité. Il faudra ne pas négliger aussi les sélections comme la Tanzanie. Bien sûr, c'est une sélection qui s'est qualifiée avec 2 petites victoires aux éliminatoires. Qui puisait face à l'Ouganda et face au Niger, où il y a eu un match héroïque en Algérie face à l'Algérie. Donc, il ne faudrait pas négliger ces nations-là qui sont, à mon avis, émergentes
dans le football africain. On voit que ces genres de nations, notamment lors des Coupes d'Afrique des Nations, on a vu la Mauritanie, on a vu la Namibie récemment, ces genres de nations commencent de plus en plus à se frayer une place dans ce genre de compétitions. Monsieur Richard, on voit il y a 6 groupes. 6 groupes, quel est le groupe choc? Pour moi, avant de parler du groupe choc, parce que sincèrement, nous sommes congolais, nous parlons beaucoup plus de la RDC, et je voulais soulever une inquiétude concernant la participation de la RDC à cette CAN. Comme vous le savez, déjà la RDC renaît de ses cendres pratiquement après avoir loupé la précédente édition disputée au Cameroun. Moi, je pense que ce sera très compliqué pour la RDC si l'on sait qu'il y a un concours de circonstances qui est défavorable côté congolais. Vous savez, la CAN démarre le 13 janvier et se clôture le 11 février prochain, pendant que la RDC sera effectivement dans la foulée des élections, avec tout ce qui est préparé. Déjà, bientôt là, moi, je pense que tous les regards seront rivés vers la CENI et la campagne électorale et beaucoup d'histoires. J'ai craint qu'on puisse arriver au mois de janvier sans qu'on ait, par exemple, un air regardant sur la préparation de l'équipe nationale, comme il se doit. En dehors de cela, vous le savez, nous sommes au Congo. J'ai craint, par exemple, qu'à l'issue des élections, il y ait, par exemple, une nouvelle équipe au niveau du ministère des Sports, par exemple, ou dans d'autres histoires. Bientôt, là, il y aura également des élections au niveau de la fédération. Et comme on le sait, bien sûr, la politique au niveau de la RDC aura toujours tendance à faire table rase. Ça veut dire, étant donné que nous avons un comité de normalisation qui est en train d'abattre un travail des fourmis pratiquement, je crains que la nouvelle équipe qui sera là, parce qu'il y a bientôt les élections au mois de novembre, la nouvelle équipe puisse également venir avec sa façon de voir les choses ou puisse goûter dehors toutes les idées déjà mises en application par l'équipe qui est actuellement en fonction. Ce sont là mes quelques inquiétudes. Je me dis, est-ce que la RDC pourra y aller avec la même énergie ou on risquerait par exemple de faire face à certains blocages du genre, puisque moi je suis nouveau ministre des Sports, ou si, parce que moi je suis reconduit, également, moi je souhaite bien que celui qui est là, les doyens, Claude François Kaboul, soit reconduit. Mais s'il n'est pas reconduit et qu'il y a par exemple un nouveau ministre, comment on va se comporter effectivement pour mieux préparer à cette CAN? Beaucoup d'interrogations, malheureusement, je pense que c'est un mauvais timing pour la RDC de participer à cette CAN parce que, en tout cas, c'est la politique qui va beaucoup plus complètement submerger d'autres compartiments. Ce sera très compliqué. Maintenant, s'il faut revenir sur votre. Bon, moi, je pense que les groupes où sont casés les Sénégal, le Cameroun, la Guinée, pour moi, c'est les groupes qui me semblent très relevés, effectivement, avec le Sénégal qui va affronter le Cameroun, notamment. Vous savez, moi, j'ai suivi, par exemple, lors du tirage, j'étais braqué beaucoup plus sur les chaînes ivoiriennes, effectivement, où on a eu quand même beaucoup de discussions. J'ai également jeté un coup d'œil sur la RTS, la chaîne nationale du Sénégal. C'est beaucoup de gens qui ont toujours peur d'affronter le Cameroun. En plus, il y a également, en tout cas, une mauvaise coïncidence, puisque bientôt, là, il y a un match Sénégal contre le Cameroun qui est prévu en amical en France. Et j'ai suivi le président de la Fédération sénégalaise de football, M. Augustin Senghor, juste après le tirage au sol, qui disait est-ce que c'est important qu'on puisse maintenir un match amical déjà quelques mois, si pas quelques semaines du début de la CAN. Donc moi, je me dis, de ce côté-là, ça va beaucoup plus à se jouer. Effectivement, comme Gaëtan l'a dit, la Côte d'Ivoire a hérité également du Nigeria et des deux Guinées. Les deux Guinées ne pourront pas également accepter d'être toutes débarquées lors de cette étape de compétition. Il faudrait faire très attention. Mais ce serait également des retrouvailles entre l'Égypte et le Ghana. Les Cap-Vert, il faut faire attention avec ces pays. Mozambique, on connaît tout ce que cette équipe a fait. Il faudrait faire attention avec beaucoup des sélections. Et moi, le groupe qui me semble beaucoup plus relevé, c'est celui où il y a le Sénégal, il y a la Guinée et le Cameroun. Groupe E, M. Gaëtan, il y a la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud, mais également la Namibie. Est-ce que ce n'est pas jouable? Beaucoup de revanche à prendre pour le Mali, qui a quand même injustement raté sa participation à la dernière Coupe du Monde, puisque battu un but d'écart dans un contexte un peu loufoque. On se rappelle de ces matchs dont le contenu ne correspondait pas du tout au résultat final. Donc le Mali doit prendre en quelque sorte sa revanche sur la Tunisie. Après, il y a aussi l'Afrique du Sud, quand même une sélection qui était devenue complètement la risée de tout le monde en Afrique, mais on voit que depuis l'arrivée d'Hugo Broz à la tête de cette sélection,
ça devient autre chose. D'ailleurs, dernièrement, ils ont battu les grands Maroc en match des éliminatoires à la CAN. Ils ont aussi battu la RDC lors du dernier match amical. Donc, ces groupes aussi relèvent de quelque chose d'assez costaud, mais aussi, il ne faut pas négliger. Parce que moi, j'ai mis trop sur ces équipes de quatrième chapeau. Aujourd'hui, en Afrique, ces équipes de quatrième chapeau surprennent de plus en plus. Donc, il faudra aussi faire très attention à la Namibie dans ces groupes. Voilà, Monsieur Richard, la RDC a un match amical aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, certainement, moi je campe sur ma. On ne pouvait pas finir cette émission sans y faire. Assurément, vous savez, la RDC se prépare depuis un moment au niveau de l'Espagne, à Murcia, plus exactement, dans cette ville espagnole. Et moi je me dis, c'est une bonne idée quand même d'aller s'expatrier au niveau de l'Espagne afin d'y livrer quand même des matchs amicaux. Ça fait longtemps quand la RDC avait livré des matchs au niveau sur les sols européens. J'ai trouvé la RDC, par exemple, en France à un moment. Mais depuis un moment, on a senti quand même que tous les matchs amicaux de la RDC étaient organisés sur le continent. Mais s'il faut quand même parler de ces matchs-là face à Nouvelle-Zélande, moi je me dis, c'est vrai, pour rivaliser d'ardeur avec les grands, il faut affronter les grands. Et moi je me dis, je ne suis pas d'accord, je suis désolé, ça n'engage que moi. Comment prendre la Nouvelle-Zélande, l'amener en Espagne ou l'Angola? Pourtant, il y avait lieu, par exemple, de solliciter un match très sérieux. On a vu le Sénégal affronter, tutoyer le Brésil, par exemple. Le Maroc a battu, je pense, le Brésil et d'autres nations qui ont quand même affronté des grosses équipes au niveau de l'Europe. Pourquoi ne pas solliciter, par exemple, un match face à l'Espagne, face à une autre nation? C'est vrai, il y a des éliminatoires qui sont là au niveau européen, beaucoup de trucs. Mais je ne suis pas quand même d'accord qu'on puisse déplacer le pays vers l'Espagne pour y jouer contre la Nouvelle-Zélande. J'ai vérifié un classement non actualisé. La Nouvelle-Zélande, en avril 2023, était 100e au niveau du classement FIFA. Donc, la Nouvelle-Zélande ne vaut même pas la RDC. Ou je ne sais pas, il n'y a pas un gros écart. Donc, ça peut valoir la RDC, mais il n'y a pas un gros écart. L'Angola, on connaît tout ce que ces pays-là traversent. C'est un pays qui est un peu chaud à un moment, un peu froid aussi. Donc, ce ne sont pas des véritables adversaires pour la RDC, surtout que actuellement, avec les ambitions que la RDC a, les ambitions portées par Sébastien Dessart, on doit même passer un cap et livrer des matchs face aux nations costaudes. Une question pour conclure directement. Pourquoi les équipes africaines, surtout la RDC, les Léopards, aiment toujours passer des stages à l'extérieur du pays? Cela signifie que peut-être le pays ne dispose pas des infrastructures pouvant permettre à l'équipe nationale de passer son stage. Même celles qui sont au niveau de la RDC ne sont pas respectées par les pays. Désolé de le dire. Il y a quand même des très beaux cadres au niveau du pays. C'est vrai, il n'y a presque pas de terrain en gazon naturel, mais pourquoi ne pas, par exemple, mettre un accent sur le stade Joseph Kabila Kabange qui a un gazon naturel? C'est vrai, actuellement, c'est un gazon qui s'égale. Mais au moins, il y a quand même un stade avec un gazon naturel qui nous également, à qui il y a le fleuve Congo, il y a beaucoup d'endroits touristiques. Et à un moment, c'est vrai, oui, on n'a pas beaucoup d'infrastructures. Je pense aussi à un complexe côté des Congolais, puisque j'ai vu par exemple les installations qui accueillent la RDC en Espagne, j'ai vu quand même beaucoup d'histoires. C'est pas vraiment très vicieux comme les gens ont tendance à nous les vanter tout le temps. Murcia également, c'est l'une des petites villes au niveau de l'Espagne. Donc pour dire que c'est vrai, on doit être sérieux, on doit construire de belles infrastructures. Mais pourquoi ne pas également valoriser celle qu'il y a? Les tout-puissants Mazembe avec son stade Mazembe, avec également son centre de Futuka, avec tout ce qui se passe. Il suffit juste qu'on soit un tout petit peu sérieux pour valoriser quand même ces gens d'infrastructures. Au niveau de la FECOFA, le centre de la FECOFA qui est effectivement à Kinshasa, pourquoi ne pas également les retoucher et qu'on puisse avoir un centre? Oui. Donc je suis un peu partagé. D'un côté, je me dis, c'est un complexe d'infériorité, c'est un complexe certainement, mais à part cela s'ajoute aussi à une évidence, amiral. On veut également quand même avoir des frais d'émission, on veut avoir beaucoup d'histoires parce que quand la sélection se déplace, il y a beaucoup de gens qui gagnent quand même un peu d'argent, raison pour laquelle ils ne peuvent jamais vouloir. Pour conclure, du gaspillage lorsque l'équipe nationale part en stage à l'extérieur du pays? Pas forcément. D'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans la politique
parce que déjà, il y a été un peu. Mais admettons quand même qu'il y a des infrastructures sportives pouvant permettre à l'équipe nationale. Et moi, je pense que dans la préparation, je ne suis pas un grand sélectionneur, mais moi, je pense que dans les modes de préparation dite sélection, il y a ce qu'on appelle la mise au vert, si je peux me permettre d'utiliser ces termes. Ça vous permet de prendre une certaine retraite et de vous préparer dans la sérénité. Moi, je ne vois pas comment la RDC peut aller se préparer au stade d'équipe avec le gros engouement qu'il y a autour de la sélection et les perturbations que ça peut ramener. La sécurité. Après, oui, la sécurité, il y aura toujours des perturbations, il y aura toujours un gros engouement autour de cette sélection et ça ne va pas fluidifier la préparation. Mais les matchs se jouent à guichet fermé quand même. Après, oui, mais il y a aussi les préparations, oui. Dans la préparation d'un match, il y a des étapes où les joueurs sont obligés d'aller un peu se promener, de prendre des lèvres. Moi, je ne vois pas où est-ce que la RDC peut le faire à Kingu. Effectivement, je m'explique ça. Je n'explique pas ça. Il y a toujours ces côtés de complexes d'infériorité. On se dit qu'il y a mieux ailleurs que chez soi, pays. Chez nous. Après, pour revenir sur les matchs amicaux, je n'ai pas de justificatif quant à ça, mais moi, je trouve que à un certain moment, le Portugal a joué face au Mozambique, le Portugal a joué face à la Zambie. Je crois le Brésil a accepté de jouer face à la Guinée. Donc, autant on peut fustiger le fait que la RDC a décidé finalement de jouer face aux petites équipes, autant il faut aussi fustiger le fait que le Brésil accepte de jouer face aux petites nations d'Afrique. Donc, moi, je pense que l'idée en soi, c'est d'avoir l'équipe la plus hybride qui soit, une équipe qui est capable de jouer face à n'importe quel profil en face. Et moi, je pense que c'est dans cette logique-là que s'est mis Sébastien Desailly. C'est dans cette logique-là aussi qui s'est mis jouer face à une sélection qui aura joué une phase finale de Coupe du Monde. La Nouvelle-Zélande y a été en 2006. L'Angola aussi a été en 2006. Donc, je n'explique pas du tout, je ne cautionne pas ces choix. Et moi, je pense qu'à un certain moment, les choix ont des explications. Je voulais ajouter une chose. Oui, on est en train de citer, on termine. Gaëtan a raison, c'est tellement de soulever tous ces points. Très vite. Ça me semble vraiment très plausible. Sauf que, vous savez, si le Brésil peut accepter de jouer face, par exemple, au Cameroun ou au Mozambique et beaucoup d'histoires, c'est parce que justement, il y a une bonne politique de management au sein de ces petites nations. Je n'ai pas du Cameroun comme petite nation, non. Cameroun, c'est quand même un gros morceau. Dans le football. Effectivement, même au niveau politique, les Cameroun pèsent quand même. Ce n'est pas un pays qui est né de la dernière pluie. Mais ces petites nations-là, entre guillemets, d'Afrique, si elles parviennent quand même à arracher de très gros adversaires, c'est parce qu'il y a une bonne politique de management. Et c'est sur ce point-là que j'essaie un peu d'insister. Et là, s'il faut maintenant revenir sur ce que j'ai commencé à avancer comme argument, je dois aussi dire ici, Amiral, que vous savez, je me trouve toujours en difficulté de constater que les des fois ne tient pas compte des terrains sur lesquels il va jouer des matchs. Imaginez qu'on prépare un match pour aller au Soudan où il y a un gazon synthétique. Bon, je n'ai pas du Soudan, juste, c'est pas forcément le Soudan, mais je n'ai pas de nations. Vous savez, en Afrique, beaucoup de nations actuellement font face à des problèmes énormes de terrain. Imaginez, vous allez jouer face à un terrain synthétique, mais vous préférez aller vous préparer sur une aire de jeu à gazon naturel. Parce que justement, il y a certains joueurs européens, des binationaux bien sûr, qui évoluent dans de bonnes conditions en Europe, qui disent qu'ils ne sont pas toujours à l'aise lorsqu'ils se produisent sur les terrains naturels. Donc, malheureusement pour eux, on peut effectuer un stage sur des terrains comme ça, mais lorsqu'on joue des matchs, on est sur des terrains à gazon synthétique. Je vous donne un exemple. Moi, quand j'étais au Sénégal dernièrement, il y a quelqu'un qui me pose la question, chez vous au Congo, est-ce qu'il y a un stade qui a un gazon naturel? J'étais clair avec lui, je lui dis clairement que, en tout cas, c'est compliqué. Il n'y a presque pas de stade à gazon naturel homologué par il n'y a pas de stade, ça c'est évident. Il me dit, donc ça veut dire que vu que le Sénégal va jouer un match contre la RDC, il nous faut quand même un terrain à gazon naturel sur lequel on peut s'entraîner. C'est ça justement la politique. Mais l'important n'est pas seulement d'aller en Espagne, ou je ne sais pas, en Ouzbékistan pour une préparation. Pourtant, déjà, on se prépare pour affronter des pays qui n'ont même pas des installations pouvant mieux accueillir l'RDC sur un terrain, par exemple, à gazon naturel. Je trouve que c'est un peu paradoxal et, comme je l'ai dit au départ,
beaucoup de stages qui sont organisés sont certes importants, mais des fois, il y a des stages qui me semblent très plus budgétivores. Voilà, c'est vraiment un plaisir. Merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Richard Mima. Je rappelle que vous êtes les présidents de l'Association des journalistes sportifs du Nord Kivu. Merci, c'est un plaisir. Merci Amiral, merci à toutes les téléspectatrices de la télévision, effectivement WAB TV qui nous suivent bien sûr et tous les téléspectateurs également qui nous suivent. Merci à vous Gaëtan Kombi, vous êtes consultant sportif chez les Renouveau. C'est un plaisir de vous avoir ici. Merci beaucoup, M. Amiral. Voilà, merci, bonne chance au Léopard, bien de bonnes choses chez vous. Merci, likez et partagez le plus possible nos vidéos. Abonnez-vous.